Il existe des blessures que rien ne semble expliquer, des peurs qui apparaissent sans raison, des schémas qui se répètent de génération en génération, comme si une partie de notre histoire continuait de vivre en nous. À travers ces récits, inspirés de mes accompagnements de libération de mémoire invisible, nous explorerons des chemins où se croisent histoire familiale, vie antérieure, karma. Les prénoms, les lieux et certains détails ont été modifiés afin de préserver l'anonymat des personnes concernées. Chacun est libre de les recevoir comme une métaphore, un symbole ou une expérience profondément personnelle. Bienvenue dans Histoire d'âme. Moi c'est Céline, je suis médium, passeuse et également numérologue. Et mon rôle à moi, c'est d'aider les thérapeutes à se libérer de leurs blocages karmiques ou transgénérationnels. Alors j'entends très souvent cette phrase. Lorsque c'est le moment de payer, j'ai beaucoup de mal. Je ne suis pas serein ni sereine pour réclamer mon dû, réclamer le prix de ma séance. Alors au début, je pensais qu'il s'agissait simplement d'un manque de confiance. Puis au fil des années, j'ai compris que derrière cette phrase se cachait parfois quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui ne parlait pas seulement d'argent, mais de permission, de loyauté, d'amour, et parfois d'une histoire que personne n'avait jamais racontée. Aujourd'hui, j'aimerais te raconter l'histoire d'Élise. Le jour où Élise est venue en séance, je n'ai pas vu une femme en difficulté, j'ai vu une femme lumineuse. Elle dégageait cette présence rare qui rassure immédiatement. Tu sais, ces personnes auprès desquelles tu te sens bien, avant même qu'elles aient prononcé un mot. Élise était énergéticienne depuis près de 8 ans. Et ses clients revenaient encore et encore. Ses clients parlaient d'elle avec une immense gratitude. Certaines faisaient 2 heures de route pour la consulter. D'autres attendaient plusieurs semaines avant d'obtenir un rendez-vous. Donc tout semblait fonctionner. Enfin, presque tout. Parce qu'à chaque fin de séance, le même scénario se répétait. Toujours. Le client sortait son portefeuille. Et là, tu sais, si c'est compliqué ce mois-ci, tu peux me payer plus tard. Ou tu peux me payer moins si tu veux. Ou en plusieurs fois. Ou non, mais laisse tomber, c'est pour moi. Chaque fois, comme si recevoir cet argent lui faisait presque mal. Elle m'a raconté qu'un jour, une cliente lui avait discrètement glissé 150 € dans une enveloppe. Et en rentrant chez elle, elle s'est mise à pleurer. Pas de joie, non, de culpabilité. Et elle avait cette phrase qu'elle répétait dans sa tête. « Je n'ai pas le droit d'être payée autant. » Alors, moi je lui pose la question, je lui dis « Mais pourquoi tu penses ça ?» Et là elle me dit « Je ne sais pas, c'est plus fort que moi. » Elle avait pourtant tout essayé. Les formations sur l'abondance, les livres, les affirmations positives, les exercices de confiance. Elle connaissait les discours, elle pouvait même les enseigner. Mais au moment où quelqu'un lui tendait un paiement, quelque chose se refermait à l'intérieur, comme une porte invisible. Alors on a travaillé sur cette croyance et il en est ressorti cette phrase « Les autres passent avant moi ». Élise pensait ça, elle pensait que les autres passaient avant elle. Donc, nous décidâmes alors d'aller commencer une exploration de son histoire familiale parce que j'ai senti que c'est venu d'un transgénérationnel.
Alors, on n'a pas fait ça pour trouver un coupable, ni pour prouver quoi que ce soit, mais simplement pour répondre à cette question, d'où vient cette conviction que recevoir est presque interdit? Et à cet instant, eh bien, ni elle, ni moi ne savions encore que cette question, eh bien, elle allait nous conduire vers une histoire vraiment oubliée. Et une histoire forcément qui avait commencé bien avant sa naissance et qui silencieusement semblait encore murmurer à l'oreille des femmes de sa famille. Du style « donne tout, mais ne demande jamais rien ». Et oui, parce que parfois, les héritages les plus lourds ne sont pas ceux que l'on reçoit dans un testament, non. Ce sont des phrases, les silences, les sacrifices, les loyautés invisibles, celles qui traversent les générations sans jamais faire de bruit. Alors, nous voilà partis toutes les deux pour aller voyager dans les énergies, sur d'autres plans dimensionnels, pour justement faire notre enquête. Moi déjà, je savais que c'était une femme, je savais que c'était son arrière-grand-mère, que c'était lié à son arrière-grand-mère et qu'elle s'appelait Madeleine. Voilà. Donc ça, on avait déjà cette info-là. Donc ce qu'on a fait, on est allé voyager avec l'aide d'un guide, parce que je travaille toujours avec les guides, avec l'aide d'un guide dans son chakra racine. Et nous nous sommes mis en connexion toutes les deux. Et voilà ce qui s'est passé. Élise s'est retrouvée dans la maison de ses parents. Alors il faut savoir que ses parents ont la maison justement où avait vécu son arrière-grand-mère. Et elle s'est retrouvée dans un grenier, dans le grenier de la maison. Alors bien sûr, le grenier n'est plus comme ça aujourd'hui, parce qu'il a été réaménagé. Mais en fait, on est remonté dans le temps. Et dans le grenier, elle s'est retrouvée face à l'âme de son arrière-grand-mère, Madeleine. Alors quand on arrive à ce stade, souvent, les énergies sont lourdes. Des énergies de basse fréquence. Parce que l'âme de Madeleine, c'est comme si elle était coincée. Elle est coincée sur des plans inférieurs, de basse fréquence, des plans inférieurs aux nôtres. Et donc c'est pour ça qu'elle influence notamment Élise. Alors, dans ce grenier, il y avait des cartons, il y avait des valises, il y avait des couvertures. Et au fond, tout au fond, on aperçut une vieille boîte en fer. Elle était toute cabossée, il n'y avait rien d'inscrit dessus, remplie de poussière. Et donc là, on comprit que l'âme que Madeleine, l'âme de l'arrière-grand-mère d'Élise, lui demande de l'ouvrir. Donc Élise ouvre le coffre. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Une enveloppe. Une enveloppe, on voyait qu'elle était très vieille, cette enveloppe. Elle était fermée, elle n'avait jamais été ouverte. Et là, elle ouvrit l'enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y avait une lettre. C'était en fait Madeleine qui avait écrit dans cette enveloppe. Et là, forcément, Élise sentit vraiment que sa gorge commençait à lacérer. Et elle comprit que dans cette lettre, c'était l'histoire plus ou moins de Madeleine. Qu'elle était née, elle s'est expliqué qu'elle était née dans une famille où elle avait presque rien, il n'y avait rien, c'était très pauvre. Pendant la guerre, ils ont mangé que quelques petits morceaux de pain, quelques pommes de terre. C'était vraiment assez difficile pour eux. Et puis plus tard,
elle a eu une petite maison, elle avait eu 3 enfants et elle avait un mari qui était souvent absent. Et elle travaillait beaucoup parce qu'elle commençait sa journée avant le lever du soleil et elle la terminait à la tombée de la nuit. Et pourtant, c'était une femme qui ne se plaignait jamais. Et à chaque fois que quelqu'un venait et avait besoin de quoi que ce soit, eh bien, elle leur donnait. Alors, ça pouvait être de la soupe, ça pouvait être des légumes du jardin, du lait. Et même si elle n'en possédait pas grand-chose, elle donnait. Alors après, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est connecté à l'énergie de l'âme de Madeleine, puisqu'elle était avec nous. C'était une énergie vraiment de colère, de culpabilité et de tristesse à la fois. Et en fait, elle nous a raconté, cette âme, l'âme de Madeleine, nous a raconté qu'en fait, elle nous a même montré qu'elle avait eu un fils et que ce fils était tombé gravement malade et que le médecin lui avait dit « il peut éventuellement s'en sortir, mais il faut absolument qu'il mange ». Et là, le problème, c'est que Madeleine, elle donnait beaucoup aux autres, mais elle ne gardait pas pour elle. Et en fait, elle s'oubliait elle-même et en même temps ses enfants. Donc, elle n'avait que très peu de nourriture. Et ça a été assez terrible pour elle, cette période, parce qu'elle manquait d'argent. Elle ne pouvait pas acheter de la nourriture à son fils. Et son fils en est décédé. Et elle s'en est toujours voulu. Elle s'est dit, c'est ma faute si je n'ai pas pu guérir mon fils, parce que j'ai trop donné. Parce qu'elle aimait les gens. Et elle supportait pas de voir des voisins qui crevaient de faim. Et du coup, elle avait pitié d'eux et elle donnait ce qu'elle pouvait donner. Et en fait, donc, suite à ça, nous avons pardonné, fait un travail de pardon par rapport à Madeleine pour libérer cette colère et cette culpabilité qui ne lui permettait pas en fait de monter vers des plans plus lumineux. Donc nous l'avons fait monter en lumière et là elle nous a laissé le message en disant qu'il fallait absolument qu'Élise apprenne un jour, apprenne véritablement que l'on peut tendre la main, mais surtout sans oublier la sienne, que c'était extrêmement important et qu'il fallait surtout pas aider les autres, aider sans recevoir, qu'il ne fallait surtout pas s'oublier. Parce que recevoir n'enlève rien à la générosité, mais rien du tout. Et là, quand elle lui a dit ça, quand elle a dit ça à Élise, eh bien Élise, soudain, il y a eu une évidence, parce que depuis qu'elle était enfant, elle n'avait entendu que des histoires de femmes courageuses, des femmes qui étaient admirables, toujours disponibles, toujours fortes, toujours au service des autres, mais jamais personne ne lui avait raconté leur fatigue, leur renoncement, leur regret en fait. Comme si dans sa famille, la souffrance était devenue une preuve d'amour et le sacrifice une façon d'exister. Voilà, donc on a libéré, on a nettoyé, on a monté l'âme de Madeleine vers la lumière. L'accompagnement s'est terminé là. Et puis quelques jours plus tard, lorsqu'elle est revenue me voir, elle me dit qu'en fait qu'elle croyait que toute sa vie, donc elle a repris rendez-vous, une séance quelques temps après. Et là, elle m'a dit, ça y est, enfin, j'ai compris qu'il fallait pas que je vive comme elle. J'ai compris que ce n'est pas, oui, forcément vivre comme elle, c'est peut-être continuer leur histoire là où elles n'ont pas eu justement la possibilité de le faire. C'est la phrase qui
qui est à retenir dans cette histoire, c'est « je peux aimer sans m'oublier ». Et là, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient commencé à changer en elle. Alors, parce que véritablement, Élise, elle n'a pas changé. Elle a continué d'accompagner ses clients. Elle continue à écouter, à accueillir, à transmettre. Et pourtant, à l'intérieur, il y avait quelque chose qui était différent. Parce que déjà, chaque matin, elle m'expliquait qu'avant d'ouvrir la porte de son cabinet, elle repensait à Madeleine. Non plus avec de la tristesse, mais avec une immense tendresse. Et elle imaginait cette femme debout dans sa cuisine, les mains plongées dans la pâte à pain, le regard tourné vers la fenêtre, toujours prête à partager, toujours prête à donner. Alors du coup, avant d'accueillir sa première cliente, eh bien Élise prenait quelques secondes. Et elle murmurait toujours « Merci pour tout ce que tu m'as transmis. Aujourd'hui, je choisis de continuer ton amour, mais autrement. » Et désormais, quand une cliente sort son portefeuille et lui tend le règlement, oui, ça lui arrive de temps en temps de ressentir cette tension familière, cette petite voix qui disait tu pourrais lui faire une réduction, c'est pas si compliqué, tu n'as pas besoin de tout ça. Mais maintenant, je dirais qu'elle ne cherche pas à faire taire cette voix, maintenant elle écoute. Et d'ailleurs, elle lui répond, elle lui dit « Oh, merci de vouloir me protéger, mais aujourd'hui, je peux recevoir sans cesser d'être généreuse. » Voilà, et puis maintenant, quand elle reçoit un client, une cliente qui lui tend le paiement, le règlement, eh bien, elle ose dire « Merci beaucoup » sans s'excuser. Et ça, c'est énorme, c'est énorme. Voilà. Et elle m'a même expliqué qu'en fait, les clientes continuent à venir la voir. Et il y en a une notamment qui lui a dit « Mais je ne sais pas ce qui a changé chez vous, mais je vous trouve différente. » Puis elle lui a expliqué qu'elle était plus présente, plus ancrée. Comme si vous preniez enfin votre place. Voilà, donc c'est exactement ça. Elle a repris sa place. Et je repense souvent à cette histoire et c'est pour ça que j'avais envie de te la partager. Parce qu'elle me rappelle une chose essentielle. Nous croyons parfois que nos difficultés viennent d'un manque. Un manque de confiance, un manque de compétences, un manque de stratégie. Alors que, bien souvent, nous sommes simplement en train d'être fidèles. Fidèles à des phrases qu'on a entendues, à des modèles qu'on a observés, à des silences qu'on a transmis, à des histoires que nous avons tellement aimées que nous avons fini par les confondre avec notre propre destin. Mais attention, la fidélité, ce n'est pas de l'imitation. Et je dirais que la plus belle manière d'honorer ceux qui nous ont précédés, ce n'est pas de reproduire leur souffrance, c'est de faire vivre leurs valeurs, en leur offrant une suite qu'ils n'ont peut-être jamais eu la possibilité d'écrire. Et je pense que cette histoire, si elle devait nous apprendre une seule chose, ce serait que les plus beaux héritages ne sont pas seulement ceux que nous recevons, ce sont aussi ceux que nous choisissons de transformer. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons décider de la manière dont il continuera de vivre à travers nous. Et peut-être que le plus bel hommage que nous puissions rendre à notre lignée n'est pas de porter son fardeau, mais de déposer doucement ce qui n'a plus besoin d'être porté. Alors si cette histoire a fait écho à quelque chose en toi, peut-être as-tu reconnu une phrase que tu as souvent entendue, une loyauté, un comportement que tu reproduis sans vraiment savoir pourquoi. Parfois, prendre conscience de ces héritages invisibles suffit déjà à ouvrir une nouvelle perspective. Et parfois, nous avons besoin d'être accompagnés pour explorer notre histoire avec douceur, discernement et bienveillance. C'est tout le sens de mes séances de libération des mémoires invisibles. C'est un espace où vraiment nous prenons le temps d'observer les récits qui t'habitent, les croyances qui te façonnent et les fidélités
qui influencent peut-être encore certains de tes choix. Alors si tu souhaites en savoir davantage, eh bien tu trouveras toutes les informations dans la description de cet épisode. Les histoires ne changent pas le passé, mais elles peuvent transformer la manière dont nous avançons vers l'avenir. À très bientôt pour une nouvelle histoire d'âme.